Jusqu'à présent, chaque fois que les dirigeants africains disaient que les Nations Unies étaient derrière les activités terroristes en Afrique, le monde n'y prêtait pas attention. C'était difficile à croire que l'organisation même créée pour éviter les conflits s'engagerait dans le terrorisme. Peut-être que ce sentiment a été exploité par les Nations Unies en Afrique pour mener des activités secrètes et douteuses sur le continent. Le Congo est le meilleur exemple des missions et opérations menées par les Nations Unies pour servir les intérêts occidentaux. Mais ces opérations avaient des raisons sous-jacentes encore plus surprenantes. Cela a été révélé par Yoweri Museveni, un officier militaire devenu président ougandais, qui en sait plus que quiconque sur l'ONU. Récemment, il a déclaré catégoriquement que l'ONU faisait quelque chose au Congo qui surprendrait beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Découvrons tout dans cette vidéo. Dans le monde occidental, même si un ancien responsable gouvernemental dénonce le gouvernement, il a le droit de s'exprimer. Ses paroles sont prises en considération, surtout lorsque ses arguments sont valables. Cependant, en ce qui concerne l'Afrique, les dirigeants occidentaux se fichent de ce que disent les dirigeants africains. Même lorsque le président africain exprime son mécontentement et dénonce l'hypocrisie des pays occidentaux, on ne l'écoute pas. Mais cette fois, ils seront entendus. Récemment, le président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, a accusé les Nations Unies de soutenir le terrorisme en République démocratique du Congo et de contribuer au chaos dans plusieurs pays de la région du Sahel. Oui, il a utilisé des mots comme la conservation du terrorisme par les missions de maintien de la paix des États-Unis qui étaient ironiquement censées lutter contre le terrorisme en premier lieu. Il a déclaré qu'en Afrique, certains acteurs qui tentent de se poser en policiers mondiaux créent ou perpétuent le terrorisme. Les troubles en Libye et dans les pays sahéliens voisins tels que le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Nigeria et le Tchad, entre autres, ont été causés par certains de ces acteurs. L'ONU est impliquée dans le projet de conservation du terrorisme dans l'Est du Congo depuis 20 ans, contrôlé par des acteurs spécifiques à travers des structures non démocratiques telles que le Conseil de sécurité. Il a également souligné qu'il est étonnant que l'ONU puisse surveiller et coexister avec les tueurs de Congolais et d'Ougandais dans l'Est du Congo depuis les 20 dernières années sans s'en soucier. Ils ont créé un espace libre pour toutes sortes d'individus pour se rassembler, s'entraîner, voler des ressources au Congo, tuer des citoyens congolais, cibler occasionnellement des Ougandais et compromettre l'avenir économique des habitants des Grands Lacs. Museveni a déclaré qu'il collaborerait avec le gouvernement congolais pour éliminer les terroristes des Forces démocratiques alliées, ADF, responsables de multiples attaques dans les deux pays. La coordinatrice résidente de l'ONU, Madame Suzanne Nemondo, a refusé de commenter, déclarant qu'elle n'avait pas vu la déclaration et était en déplacement. L'ONU, opérant sous la mission de stabilisation des Nations Unies en RDC, MONUSCO, depuis 2010, compte un peu plus de 17 000 personnes déployées en RDC. Vous devez savoir que la MONUSCO est autorisée à utiliser tous les moyens nécessaires pour remplir son mandat, y compris la protection des civils, du personnel humanitaire et des défenseurs des droits de l'homme confrontés à une violence imminente. Cependant, au lieu de remplir ces objectifs, les casques bleus de l'ONU se livrent à des activités secrètes en utilisant la force absolue. Il est important de noter que ce n'est pas la première fois que Museveni critique l'ONU pour son incapacité à instaurer la paix dans l'Est de la RDC. Dans son discours sur l'état de la nation en 2018, il affirmait que le terrorisme rural et la banditerie avaient été vaincus, mais que les terroristes de l'ADF étaient toujours en RDC, préservés par l'ONU et le gouvernement congolais. L'Ouganda a accusé l'ADF de multiples attaques en Ouganda, dont le meurtre de 2 touristes étrangers dans le parc national Queen Elizabeth. Museveni a également salué les forces de défense du peuple ougandais, UPDF, pour avoir empêché des attaques planifiées lors de Stomble, soulignant la force du système de sécurité de l'Ouganda. Il faut savoir que les forces démocratiques alliées, ADF, un groupe rebelle ougandais enraciné dans les jungles tumultueuses de l'Est du Congo depuis des années, ont été largement blâmés pour l'attaque. Museveni a transmis ces accusations aux enquêteurs de l'ONU, affirmant que les Nations Unies sont responsables de la perpétuation du terrorisme en République démocratique du Congo. On ne sait toujours pas qui se cache derrière l'ADF et comment ce groupe rebelle, malgré les affrontements avec les troupes du monde entier sous la forme des troupes de l'ONU, parvient toujours à survivre. On a l'impression que cela ne peut pas être possible à moins que les casques bleus de l'ONU n'aient reçu l'ordre de faire semblant de combattre ces terroristes, alors qu'en réalité, ils devraient veiller à en éliminer suffisamment, laissant un nombre substantiel d'entre eux pour qu'ils puissent se régénérer.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié l'attaque de la plus grave jamais perpétrée contre l'organisation mondiale. Établie en 2010, la mission de maintien de la paix de l'ONU en RDC, la MONUSCO, est la plus grande du genre dans le monde, mais elle a du mal à neutraliser diverses factions rebelles et milices dans l'est du Congo, suscitant précédemment les critiques de Museveni. Quelques jours après l'attaque de l'ADF, l'Ouganda a mené des frappes aériennes et d'artillerie contre les camps du groupe, citant des informations indiquant que les rebelles planifiaient des actions hostiles contre l'Ouganda. Le pays d'Afrique de l'Est, qui a une histoire d'implication dans l'est du Congo en proie au chaos, cherche à empêcher l'ADF de revenir dans la région riche en pétrole de l'ouest de l'Ouganda, car une telle insécurité pourrait dissuader les investisseurs. L'Ouganda prévoit de commencer à pomper du pétrole brut dans sa région de l'ouest d'ici 2020. Le monde débat de l'efficacité des casques bleus de l'ONU, mais personne ne demande l'avis des Congolais à leur sujet. Personne ne semble prêt à découvrir comment une personne normale en RDC perçoit les troupes de l'ONU. Né en 1999, l'activiste congolais William Bakani a vu les troupes de l'ONU en casque bleu et leurs chars blancs arriver dans son pays à un très jeune âge. Les chars blancs représentent une image ironique, car la couleur blanche est souvent associée à la paix. Pourtant, comment des chars peuvent-ils plaider en faveur de la paix? Comment les troupes de l'ONU peuvent-elles garantir la paix lorsqu'elles portent des armes et recourent à la violence? Bakani critique les troupes de l'ONU, soulignant la mort de sa mère en 2019 aux mains d'une milice islamiste appelée les Forces démocratiques alliées. L'insécurité autour de son village dans le territoire de Beni, à l'est, entrave son accès aux champs de sa famille. Il affirme que pendant près de 25 ans, ils ont renouvelé le mandat d'une mission qui peine à accomplir son travail. Il dit que plutôt que d'améliorer la situation, cela ne fait qu'empirer. Bokane est l'un des centaines de manifestants de l'Est de la RDC protestant contre la mission de l'ONU, connue sous son acronyme français, la MONUSCO. Il s'agit de l'une des opérations de maintien de la paix les plus vastes et les plus coûteuses au monde. Au cours des dernières semaines, ces manifestations ont pris une tournure violente, avec des casques bleus tirant sur des civils, entraînant la mort de 36 personnes, dont 4 casques bleus. Il affirme que lorsque l'on voit la MONUSCO, qui est censée protéger les civils, tirer sur eux, cela fait mal. Cela le fait pleurer. Jean-Pierre Kazareka Mejetsi, un manifestant de 28 ans et militant du groupe de jeunes de la société civile Lucha, souligne que l'ONU devrait garantir la responsabilité des casques bleus responsables de la mort de civils et indemniser les familles des victimes. Avant les manifestations, la MONUSCO avait prévu un retrait d'ici 2024, en fonction des améliorations de la sécurité en RDC. Cependant, la récente vague de colère a poussé le gouvernement congolais à réévaluer ce plan. Les premières années de la MONUSCO en RDC ont vu la signature d'un accord de partage du pouvoir mettant fin aux guerres dévastatrices des années 1990 et du début des années 2000. Cependant, les fronts de conflit se sont multipliés par la suite, conduisant à plus de 100 groupes armés et à plus de 5 millions de personnes déplacées. Des sondages récents indiquent qu'une majorité dans le Nord Kivu et dans la province voisine de l'Ituri souhaite le départ immédiat des 12 000 soldats de la mission. Le gouvernement congolais a autorisé d'autres interventions militaires étrangères pour lutter contre les groupes armés, notamment une force prospective de la Communauté d'Afrique de l'Est, un bloc régional auquel la RDC a adhéré en mars. Cependant, les manifestants, conscients de l'impact destructeur de la domination coloniale et de l'ingérence régionale continue, font preuve de prudence à l'égard de toute implication extérieure supplémentaire. Ils soutiennent qu'une force de la Communauté d'Afrique de l'Est impliquerait probablement les mêmes contingents nationaux déjà présents en grande partie dans la MONUSCO. Actuellement, les missions de maintien de la paix de l'ONU en Afrique font face à des défis majeurs pour instaurer la paix et la stabilité, et elles sont confrontées à l'opposition de certains pays africains qui plaident pour leur départ. Les missions dans des pays comme la République démocratique du Congo, RDC, le Soudan du Sud, le Mali et la République centrafricaine peinent à atteindre leurs objectifs. Les forces, qui opèrent dans le cadre de directives strictes, éprouvent des difficultés à assurer la sécurité générale, à stabiliser des situations volatiles et à protéger efficacement les civils. Il se peut même que les troupes de l'ONU n'aient jamais reçu de mission visant à éliminer les terroristes de la région en premier lieu. Adib Sahani, directeur exécutif du Centre Jadik pour la sécurité humaine et la consolidation de la paix, affirme que les missions de l'ONU échouent régulièrement à traiter le cycle persistant de violence dans ces pays, s'écartant de leur objectif initial. Le Mali en est un exemple,
où la situation sécuritaire ne montre aucune amélioration, et la mission semble impuissante face à la violence croissante. Au Mali, les citoyens se sont retournés contre la mission de maintien de la paix de l'ONU, accusant les forces d'exacerber les tensions. Le ministre des Affaires étrangères du Mali a officiellement appelé l'ONU à retirer ses forces, affirmant que la mission de la MINUSMA fait désormais partie du problème en alimentant les tensions intercommunautaires. Lorsque des allégations d'abus commis par des troupes de l'ONU restent non examinées et que les coupables restent impunis, cela rend la mission de l'ONU inutile. L'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako a souligné les rôles critiques des missions. Elle a exprimé des inquiétudes concernant l'échec et le retrait des missions, qui pourraient entraîner des problèmes plus importants dans les pays hôtes. Elle a souligné que la MINUSMA agit comme un tampon entre les autorités maliennes et le reste du territoire malien, et son départ nécessiterait de combler le vide laissé derrière. C'est vrai, car les missions de l'ONU ne sont pas un échec complet. Elles sont efficaces, mais seulement jusqu'à un certain point. Elles ont donc suffisamment d'excuses et de performances à montrer lorsqu'on leur demande de partir. En dehors de cela, leur mission n'est jamais d'éliminer complètement tous les terroristes des pays africains pour toujours. Car si elle le faisait, il n'y aurait aucune raison pour elle de rester. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a souligné que le terrorisme ne connaît pas de limite en termes d'âge, de culture, de religion, de nationalité ou de région. Il s'est particulièrement inquiété de la situation en Afrique, où le désespoir, la pauvreté, la faim, le manque de services de base, le chômage et les changements inconstitutionnels de gouvernement créent un terrain propice à l'expansion des groupes terroristes à travers le continent. Le monde entier s'attend à ce que les Nations Unies résolvent ce problème. Malgré le déploiement de troupes dans le monde entier, lorsque les missions de maintien de la paix de l'ONU échouent, cela montre clairement que les Nations Unies n'ont jamais voulu que les missions réussissent. Si elles le voulaient, elles pourraient les gérer comme l'opération des Nations Unies au Congo, lancée en réponse à la crise congolaise en 1960. Il est important de noter que cette mission a été envoyée au Congo parce que le pays était plongé dans le chaos après son indépendance de la Belgique. Cela a déclenché des troubles, poussant la Belgique à intervenir sous prétexte de rétablir l'ordre et de protéger les ressortissants belges. En réponse à l'appel du gouvernement congolais à l'aide, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution 143 le 14 juillet 1960, qui appelait au retrait des troupes belges et autorisait le secrétaire général à fournir une aide militaire au gouvernement congolais. Les premières troupes de l'ONU, principalement originaires d'États africains et asiatiques, sont arrivées au Congo le lendemain. À mesure que la situation se détériorait, notamment avec la révolte au Katanga, l'assassinat du Premier ministre Patrice Lumumba, l'effondrement du gouvernement central et l'implication de mercenaires étrangers, le mandat initial de l'ONUC s'est élargi pour inclure la protection de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique du Congo, la prévention d'une guerre civile imminente et l'éviction des forces armées étrangères non autorisées. À son apogée, l'ONUC comptait près de 20 000 militaires provenant de plus de 2 douzaines de pays, avec des rôles de leadership clés occupés par l'Inde, l'Irlande et la Suède. Pendant les hostilités accrues de septembre 1961 à décembre 1962, l'ONUC est passée d'une mission de maintien de la paix à une force militaire, s'engageant dans des affrontements et des offensives contre les forces sécessionnistes et les mercenaires. Après la réintégration du Katanga en février 1963, l'ONUC s'est progressivement retirée, accompagnée d'une augmentation de l'aide civile, marquant l'effort d'assistance le plus important des Nations Unies à l'époque. Le personnel de l'ONU a achevé son retrait le 30 juin 1964. Même si cette mission présentait des lacunes, elle a montré ce que les Nations Unies pouvaient faire si leurs intentions étaient pures. Mais ce que nous voyons maintenant est assez différent. Les Nations Unies avaient fixé 4 objectifs clés pour l'opération au Congo. Le premier était de rétablir l'ordre. Deuxièmement, prévenir l'intervention d'autres nations dans la crise. Troisièmement, contribuer au développement économique du pays. Et quatrièmement, rétablir la stabilité. Cependant, l'ONU a rencontré diverses critiques lors de son implication dans la crise congolaise. En particulier, la gestion d'événements tels que la mort de Lumumba et la sécession au Katanga a suscité des critiques. Les critiques se sont intensifiées après la mort de Lumumba, de nombreuses personnes arguant que les États-Unis auraient dû assurer une meilleure protection au Premier ministre, notamment lors d'une importante manifestation à New York où des manifestants afro-américains sont entrés dans le bâtiment des Nations Unies, perturbant l'Assemblée générale.
Le bureau de l'ONU en Belgique a également été pris pour cible. L'assassinat de Lumumba a montré que même si la mission de l'ONU semblait fonctionner, elle protégeait les intérêts occidentaux. Comment un Premier ministre en exercice pourrait-il être assassiné alors que les troupes de l'ONU assuraient la sécurité? Il est impossible que les troupes de l'ONU n'aient pas été au courant de cela avant que l'assassinat ne soit perpétré. Il a maintenant été révélé que les États-Unis étaient directement impliqués dans l'assassinat de Lumumba, ce qui signifie que la mission de l'ONU aurait inévitablement contribué à cet assassinat. L'URSS a également condamné le rôle de l'ONU. Le 23 décembre 1960, Khrouchtchev s'est adressé à l'Assemblée générale des Nations unies, soulignant la direction politiquement controversée de l'opération, les accusations de responsabilité dans la mort de Lumumba, la préférence pour les opposants politiques de Lumumba et l'hésitation initiale à aborder la situation au Katanga. Par la suite, en 1999, nous avons vu la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO. Des militaires de diverses nations, dont le Bangladesh, le Brésil, la Chine, la France, l'Inde et les États-Unis, ont contribué à la MONUSCO. De plus, des policiers de pays tels que le Bénin, le Brésil, la France, la Jordanie et d'autres ont participé aux efforts de maintien de la paix. Environ 8,740 milliards de dollars américains ont été alloués au financement de l'effort de maintien de la paix de la MONUSCO de 1999 à 2010. Pourtant, cette mission a également été impliquée dans des actes répréhensibles. En 2007 et 2008, la BBC a publié ses conclusions à travers divers segments d'actualité, alléguant que les casques bleus de la MONUSCO stationnés à Mangalu étaient impliqués dans un arrangement d'échange d'or contre des armes avec les dirigeants de la milice nationaliste et intégrationniste. De plus, le Congo a connu de nombreux cas de fautes sexuelles commises par les forces de maintien de la paix de l'ONU, une réalité reconnue par l'ONU elle-même, comme en témoigne la lettre du 24 mars 2005 du secrétaire général au président de l'Assemblée générale. Après plus de 24 ans de présence, la mission de l'ONU au Congo semble avoir échoué. Elle n'a pas atteint les objectifs initialement fixés. C'est pourquoi le Congo a demandé à la MONUSCO de quitter le pays. Maintenant, le Conseil de sécurité des Nations unies a donné son approbation unanime pour initier le retrait des casques bleus de l'ONU du Congo avant la fin de l'année. Cette décision coïncide avec les préparatifs du pays pour les prochaines élections présidentielles. La résolution, approuvée par l'organe le plus influent de l'ONU, prévoit un retrait progressif, responsable et durable de la mission de maintien de la paix connue sous le nom de MONUSCO. Le retrait commencera dans le Sud Kivu, à l'est du Congo, avec un transfert progressif des responsabilités au gouvernement congolais. Le président Félix Tshisekedi du Congo, qui se présente à la réélection contre une vingtaine de candidats, avait plaidé en faveur d'un retrait accéléré des 15 000 casques bleus dans un discours devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre. Il a souligné l'importance d'un retrait progressif responsable et durable. Le 24 novembre, le ministre des Affaires étrangères du Congo, Christophe Ludindula, et la plus haute responsable de l'ONU au Congo, Bintou Keïta, ont signé des accords pour mettre fin à la présence des casques bleus de l'ONU après plus de 2 décennies dans le pays. La résolution du Conseil de sécurité prévoit que le retrait du Sud Kivu devrait être conclu d'ici la fin avril 2024. Le Conseil se déclare prêt à envisager des retraits supplémentaires en fonction des progrès réalisés dans le plan de désengagement de l'ONU et de la situation sur le terrain. Le mandat de la MONUSCO a été prolongé jusqu'au 20 décembre 2024, avec un plafond de troupes au 30 juin 2024. Établi à 13 500 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, ainsi que 2001 policiers internationaux, ces effectifs seront réduits à partir du 1er juillet 2024 à 11 500 militaires, 600 observateurs militaires et officiers d'état-major, ainsi que 1213 policiers internationaux. La résolution condamne vivement tous les groupes armés opérant en République démocratique du Congo, exigeant un arrêt immédiat de leurs activités violentes et déstabilisatrices, ainsi que de l'exploitation illégale et du trafic des ressources naturelles du pays. Elle cible notamment les minéraux de conflit tels que l'étain, le tantal, le tungstène, l'or, les diamants, le cobalt et le coltan, ainsi que le cacao, le charbon de bois, le bois et la faune, qui sont exploités par des groupes armés et leurs réseaux criminels de soutien. Il semble que le président ougandais ait raison concernant la conservation du terrorisme par l'ONU dans les pays africains, en particulier en République démocratique du Congo.
Les missions de maintien de la paix de l'ONU en Afrique sont délibérément conçues pour être inefficaces dans la lutte contre le terrorisme, avec l'idée sous-jacente que perpétuer l'insécurité et le conflit garantit la présence continue des troupes de l'ONU dans la région. Cette inefficacité délibérée sert les intérêts des nations occidentales en leur permettant de sécuriser leurs préoccupations stratégiques sur le continent africain. Plus les troupes de l'ONU peuvent rester dans les pays africains, plus l'influence occidentale est forte dans ces pays. De plus, étant donné que les troupes de l'ONU sont considérées comme neutres, personne ne les remet en question, contrairement aux troupes étrangères comme celles de la France et des États-Unis. En permettant au terrorisme de persister, le besoin de forces de maintien de la paix de l'ONU demeure constant, maintenant ainsi un état perpétuel de conflit qui sert les intérêts des nations occidentales. Cet objectif peut inclure la garantie de l'accès à des ressources précieuses, le maintien de l'influence dans la région ou la prévention de l'émergence d'entités politiques contraires aux intérêts occidentaux. Par conséquent, selon le président ougandais, les missions de l'ONU pourraient ne pas viser véritablement à instaurer la paix et la stabilité, mais plutôt à servir des motifs inavoués. Pensez-vous que les Nations Unies continuent d'effectuer des opérations secrètes dans les pays africains ? N'est-il pas vrai que les dirigeants africains devraient expulser les missions de maintien de la paix des Nations Unies de leur pays, comme l'ont fait le Mali et la RDC ? Faites-nous part de vos réflexions sur la manière dont les activités terroristes dirigées par l'ONU peuvent être exposées au monde. Vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci ? Si oui, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur la cloche à côté. Nous avons décidé de publier des vidéos sur un sujet dont personne ne parle, la culture noire, la civilisation, l'histoire et les preuves de la grandeur des Noirs. Merci de nous avoir regardés, et à la prochaine vidéo, restez branchés.